et bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons parler du génie du rococo français. Jean-Honoré Fragonard, né le 5 avril 1732 à Grasse, en Provence, au sein d'une famille d'origine italienne, son père François Fragonard exerce la profession modeste d'assistant chez un mercier, situation économique qui contraste singulièrement avec la destinée artistique exceptionnelle qui attend le jeune homme. Cette origine méditerranéenne marquera profondément la sensibilité coloriste de l'artiste, lui conférant cette lumière particulière et cette richesse chromatique qui distingueront son œuvre. La famille déménage à Paris quand Jean-Honoré a 6 ans, cherchant de meilleures opportunités dans la capitale. Cette transplantation précoce de la Provence vers la métropole parisienne forge le caractère de l'artiste. Entre sensibilité méridionale et sophistication urbaine, très tôt, ses dispositions artistiques remarquables attirent l'attention de son entourage. D'abord orienté vers une carrière de clerc de notaire, selon les souhaits paternels, le jeune Fragonard manifeste une résistance évidente et des talents artistiques si éclatants que sa famille finit par accepter cette vocation exceptionnelle. À 14 ans, ses parents décident courageusement de l'orienter vers une formation artistique. Il commence son apprentissage dans l'atelier de Jean-Siméon Chardin, maître de la nature morte et de la peinture de genre. Cependant, cette première expérience se révèle décevante. Chardin, peu impressionné par les capacités du jeune homme, le juge sans avenir particulier dans la peinture. Cette erreur d'appréciation initiale révèle la singularité du génie de Fragonard, difficile à cerner selon les critères conventionnels. Heureusement, le destin artistique de Fragonard bascule quand il entre comme apprenti chez François Boucher, le maître incontesté du rococo français et premier peintre du roi. Cette formation sera absolument décisive pour sa carrière. Boucher reconnaît immédiatement les dons exceptionnels de son nouvel élève et lui apprend non seulement la technique picturale, mais façonne profondément son style, ses méthodes et sa vision artistique. Dans cet atelier prestigieux, Fragonard apprend à copier les maîtres, acquiert la virtuosité du pinceau et développe ce sens de la grâce et de l'élégance qui caractérisera toute son œuvre. Le jeune homme affirme rapidement des capacités si remarquables que Boucher décide de le présenter, en 1752, au prestigieux Grand Prix de peinture de l'Académie royale. Cette décision témoigne de la confiance exceptionnelle que porte le maître à son élève. À seulement 20 ans, Fragonard remporte ce concours du premier coup avec son œuvre Jéroboam sacrifiant aux idoles, performance absolument remarquable qui trace définitivement son destin artistique. Cette victoire précoce lui ouvre les portes de l'école royale des élèves protégés dirigée par Karl van Loo, antichambre de l'élite artistique française. Les 4 années passées à l'école royale des élèves protégés, de 1752 à 1756, permettent à Fragonard de parfaire sa formation académique. Sous la direction de Karl van Loo, il approfondit sa connaissance de la peinture historique, genre noble par excellence selon la hiérarchie artistique de l'époque. Cette formation rigoureuse lui apporte la culture visuelle et la maîtrise technique indispensable à tout grand peintre. Durant cette période, il développe également ses talents de dessinateur, art dans lequel il excellera tout au long de sa carrière. Les dessins de jeunesse révèlent déjà cette spontanéité du trait et cette expressivité qui caractériseront sa maturité artistique. Cette formation complète le prépare idéalement au voyage italien, couronnement traditionnel de l'éducation artistique française. Le prix de Rome permet à Fragonard de séjourner 5 années déterminantes en Italie, de 1756 à 1761, période absolument cruciale de la formation artistique. Il réside à la Villa Médicis sous la direction de Charles-Joseph Natoire, directeur de l'Académie de France à Rome. Ce séjour transforme profondément sa vision artistique et enrichit considérablement sa palette esthétique. Durant son séjour romain, il est influencé par les œuvres de Tiepolo
et de pierre de Cortone, découvrant ainsi la grandeur décorative du baroque italien. Il se lie d'amitié avec Hubert Robert, futur maître du paysage décoratif, amitié qui enrichit sa compréhension de l'art du paysage. Cette immersion dans l'art italien lui apporte une dimension supplémentaire qui complète harmonieusement l'enseignement rococo de Boucher. Durant ce séjour, il étudie passionnément les antiquités classiques, l'art de la Renaissance et découvre les maîtres du baroque. Il copie Tiepolo, admire Pierre de Cortone, s'inspire de l'art décoratif italien, mais surtout, il s'épuise à pasticher les grands maîtres, expérience formatrice qui lui permet de comprendre les secrets techniques des plus grands artistes de l'histoire. Cette période italienne développe également sa fascination pour les maîtres flamands et néerlandais, influence qui marquera durablement son style. Les paysages de Ruysdael, les scènes de genre de Tiené, l'art de Rembrandt nourrissent sa sensibilité artistique et enrichissent son répertoire visuel. De retour à Paris en 1761, Fragonard connaît le succès avec Corésius et Colliroé en 1765, qui lui ouvrent les portes de l'Académie royale. De retour à Paris en 1761, Fragonard trouve un marché avide pour ses tableaux de cabinet, qui mêlent les influences de la peinture baroque italienne et du paysage hollandais du XVIIe siècle. Agréé à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1765 avec un tableau d'histoire, Corésius et Colliroé, Fragonard ne présenta jamais de morceau de réception lui permettant d'y être reçu définitivement. Cette décision révèle sa personnalité artistique. Refusant les contraintes institutionnelles, il préfère la liberté créatrice aux honneurs officiels. Il abandonna vite le grand genre au profit de tableaux réalisés pour des amateurs privés, choix décisif qui oriente toute sa carrière vers l'art décoratif et l'intimisme aristocratique. Cette orientation lui permet de développer pleinement son génie dans les scènes galantes et les compositions décoratives qui feront sa réputation. En 1769, Fragonard épouse Marie-Anne Gérard, peintre miniaturiste également originaire de Grasse, belle-sœur de Marguerite Gérard, future collaboratrice artistique. Cette union artistique enrichit considérablement son univers créatif, créant une véritable dynastie d'artistes. La même année, naît leur première fille, Rosalie, suivie plus tard par Alexandre Évariste, qui deviendra lui aussi peintre et sculpteur. Cette famille d'artistes constitue un environnement créatif exceptionnel où s'épanouit le génie de Fragonard. Les collaborations avec sa belle-sœur Marguerite Gérard produisent des œuvres remarquables qui enrichissent son répertoire thématique, particulièrement dans le domaine des scènes de bonheur familial. En 1773, après un voyage enrichissant en Flandre qui lui permet d'étudier directement les maîtres flamands, le fermier général Pierre-Jacques Onésime Bergeret de Grandcourt propose à Fragonard de l'accompagner comme guide artistique pour un grand voyage en Europe centrale. Ce périple, qui débute en octobre 1773, mène les voyageurs en Italie, puis en Autriche et en Allemagne. Ce second voyage italien, différent du premier par sa liberté et sa maturité, permet à l'artiste d'enrichir encore sa culture visuelle et d'affiner sa technique. Les carnets de voyage témoignent de sa capacité d'observation et de sa virtuosité graphique. Cette expérience européenne élargit considérablement les horizons artistiques et nourrit sa production ultérieure. La décennie 1770-1780 marque l'apogée de la carrière de Fragonard. En 1771-1772, il reçoit de Madame du Barry, maîtresse officielle de Louis XV, la commande prestigieuse d'un cycle de 4 tableaux pour le pavillon de Louvciennes conçu par l'architecte Nicolas Ledoux.
Il consistait en une série cohérente de 4 tableaux intitulés La poursuite, La surprise ou la rencontre, L'amant couronné et La lettre d'amour, destinés à être installés dans un salon de forme demi-circulaire. Cette commande royale représente la reconnaissance officielle de son génie artistique. Les 4 panneaux furent payés, mis en place et bientôt rendus, aujourd'hui dans la collection Frix à New York, épisode mystérieux qui témoigne peut-être de l'évolution du goût vers plus de rigueur morale. Les dernières décennies de la vie de Fragonard sont marquées par l'évolution du goût artistique vers le néoclassicisme. Les artistes qui ne furent pas membres comme Fragonard, Taunay et d'autres moins célèbres poursuivirent leur carrière sans commande de l'État hors de l'institution. La Révolution française de 1789 bouleverse profondément sa carrière. Son art, intimement lié à l'Ancien Régime, devient soudain obsolète. L'artiste doit s'adapter au nouveau goût républicain et infléchir son style vers plus de rigueur néoclassique. Cette adaptation tardive et contrainte ne lui permet jamais de retrouver son succès d'antan. Il meurt à Paris le 22 août 1806, témoin mélancolique d'une époque révolue après avoir traversé les bouleversements révolutionnaires avec la dignité d'un grand artiste inadapté à son temps. Fragonard a été associé à Watteau comme l'un des 2 grands peintres poétiques du XVIIIe siècle en France. Cette comparaison révèle la place exceptionnelle qu'occupe Fragonard dans l'art français. Héritier direct de François Boucher, il développe néanmoins un idiome personnel qui constitue un prolongement magistral de l'esthétique établie par Antoine Watteau et perfectionnée par Boucher. Son style s'inscrit pleinement dans le mouvement rococo, mais avec une originalité qui le distingue de ses prédécesseurs. Là où Watteau apportait la mélancolie poétique et Boucher la sensualité décorative, Fragonard ajoute une virtuosité technique et une spontanéité expressive qui renouvellent complètement l'esthétique rococo. L'art de Fragonard se nourrit d'influences diverses qui enrichissent considérablement sa palette esthétique. L'influence baroque italienne, acquise durant son séjour romain, lui apporte cette grandeur décorative et cette maîtrise des effets spectaculaires qu'on retrouve dans ses plus grandes compositions. L'étude de Tiepolo développe son sens de la composition décorative et sa maîtrise de la couleur. La fascination pour les maîtres flamands et néerlandais nourrit sa compréhension du paysage et de la scène de genre. Rembrandt l'influence particulièrement dans sa manière de traiter la lumière et les effets dramatiques, influence visible dans ses œuvres religieuses comme l'Adoration des bergers. Cette synthèse d'influences diverses, rococo français, baroque italien, réalisme flamand, crée un style unique qui transcende les catégories stylistiques conventionnelles. Artiste prodigieusement actif, il a produit plus de 550 peintures, plusieurs milliers de dessins, bien que des centaines soient connus pour être perdus, et 35 eaux-fortes. Cette production considérable témoigne d'une capacité de travail exceptionnelle et d'une virtuosité technique remarquable. D'un trait virtuose, Fragonard savait montrer le tourbillonnement du monde par des gestes expressifs et gracieux ou des drapés pleins de vigueur. Sa technique picturale se caractérise par une maîtrise parfaite du pinceau, alliant fluidité gestuelle et précision descriptive. Son coloris d'une richesse exceptionnelle révèle l'héritage de ses origines provençales et de sa formation italienne. Fragonard développe une capacité unique à saisir le mouvement et l'expression instantanée, qualité qui annonce par certains aspects l'impressionnisme. Cette modernité du geste pictural explique l'admiration que lui portaient Renoir et Monet, qui reconnaissaient en lui un précurseur de leur révolution esthétique.
Jean-Honoré Fragonard excelle également dans l'art du dessin et de la gravure. Son œuvre graphique, moins connue que ses peintures, révèle une virtuosité technique exceptionnelle et une capacité unique à saisir l'essence de ses sujets par quelques traits expressifs. Ses dessins témoignent d'une spontanéité remarquable et d'une science de la composition qui révèle la profondeur de son génie artistique. La gravure lui permet d'explorer des sujets plus intimes et de diffuser ses compositions auprès d'un public plus large. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'art de Fragonard réside dans son éclectisme. Il est capable d'appréhender tous les genres avec bonheur. Peinture d'histoire, portraits, paysages, scènes de genre, compositions religieuses. Cette polyvalence exceptionnelle distingue Fragonard de ses contemporains et révèle l'ampleur de son génie artistique. Cet éclectisme ne nuit jamais à la cohérence de son style. Quelle que soit la thématique abordée, l'œuvre porte toujours la marque de sa personnalité artistique unique, faite de grâce, de virtuosité et de sensibilité poétique. Bien que formé comme peintre d'histoire selon la tradition académique, Fragonard se spécialise rapidement dans le genre libertin et les scènes galantes qui font sa réputation. Cette orientation répond au goût de sa clientèle aristocratique, mais révèle également ses dispositions artistiques naturelles. Ses sujets favorisent le ludique, l'érotique et les joies de la domesticité, reflétant parfaitement l'esprit hédoniste de l'aristocratie française du XVIIIe siècle. Comme dans les pastorales de Boucher, les protagonistes de Fragonard sont représentés avec des vêtements de soie flottants, engagés dans des poursuites amoureuses raffinées. Cette esthétique transforme les sujets les plus simples en tableaux d'une élégance sophistiquée. L'art de Fragonard sublime la sensualité en poésie visuelle, créant un univers où la galanterie devient art de vivre. Contrairement aux idées reçues, Fragonard a également excellé dans la peinture religieuse, domaine où il révèle des qualités artistiques exceptionnelles. L'Adoration des bergers, conservée au Louvre, illustre parfaitement sa maîtrise dans ce genre noble. Cette œuvre majeure témoigne de la culture visuelle de Fragonard. Le peintre met en œuvre des effets de lumière rembrandesques, ce qui lui permettent de faire ressortir les chairs avec réalisme et sensibilité. La présence de petits putti rappelle également la peinture italienne, révélant la synthèse culturelle opérée par l'artiste. L'exaltation des sens, qu'il sait si bien provoquer chez le spectateur, lui permet de faire ressentir d'autant mieux le mystère spirituel, créant une synthèse unique entre sensualité et spiritualité. Cette capacité à transcender les genres révèle la profondeur de son génie artistique. Les portraits de Fragonard, relativement rares, tendent davantage vers des représentations figuratives où les personnages sont mis en scène selon les conventions théâtrales de l'époque. Cette approche révèle sa conception du portrait comme art de la représentation, plutôt que simple transcription physionomique. Il excelle particulièrement dans l'art du portrait psychologique, saisissant l'essence de ces modèles avec une intuition remarquable. Annette a 20 ans, la jeune fille lisant, et autres portraits révèlent sa capacité à capter l'intimité de ses personnages tout en conservant la grâce caractéristique de son style. Ses œuvres témoignent de sa maîtrise technique et de sa sensibilité psychologique, qualité qui distingue les grands portraitistes de l'histoire de l'art. Parallèlement à ces scènes galantes, Fragonard développe un art du paysage qui transforme la nature en théâtre poétique. Ses compositions pastorales créent un univers idyllique où se déploient les émotions humaines les plus raffinées. Ces paysages révèlent l'influence de sa formation italienne et de son admiration pour les paysages hollandais. La nature devient chez lui un décor théâtral où s'épanouit la sensibilité rococo, mêlant observation directe et idéalisation artistique. La collaboration avec sa belle-sœur Marguerite Gérard enrichit considérablement le répertoire thématique de Fragonard, particulièrement
dans le domaine des scènes de bonheur familial. Ses œuvres révèlent une dimension plus intime de son art, moins spectaculaire, mais tout aussi raffinée. Ses compositions témoignent de l'évolution des sensibilités à la fin du XVIIIe siècle vers plus d'intimité bourgeoise, annonçant les transformations sociales et artistiques du siècle suivant. La Balançoire demeure l'œuvre la plus célèbre et emblématique de Fragonard, véritable manifeste de l'art galant français. Cette composition géniale incarne parfaitement l'esprit du rococo, caractérisé par un hédonisme délicat et une sophistication technique remarquable. L'œuvre illustre la maîtrise absolue de l'artiste dans la représentation des plaisirs aristocratiques. La composition triangulaire, centrée sur la jeune femme se balançant, organise savamment les regards et les désirs selon une géométrie subtile. Le vieil homme qui pousse l'escarpolette, le jeune galant dissimulé qui contemple la scène, la jeune femme consciente du jeu de séduction compose un triangle amoureux d'une sophistication extrême. La virtuosité technique de cette œuvre révèle tous les aspects du génie de Fragonard. Maîtrise de la couleur, science de la composition, art de suggérer l'érotisme sans vulgarité, capacité à créer une atmosphère poétique unique. Cette toile synthétise l'art de vivre aristocratique du XVIIIe siècle en une image d'une beauté éternelle. Le verrou représente l'apogée de l'art galant de Fragonard et l'une des représentations les plus accomplies de la passion amoureuse dans l'art occidental. Cette œuvre célèbre démontre comment l'artiste parvient à traiter des sujets érotiques avec une élégance qui transcende la simple représentation licencieuse pour atteindre une véritable poésie visuelle. La composition théâtrale organise la scène autour du geste du jeune homme fermant le verrou, moment symbolique qui cristallise la tension érotique de l'ensemble. Le traitement de la lumière, les effets de draperie, l'expression des personnages révèlent la maîtrise technique absolue de l'artiste. Cette œuvre s'inscrit dans une trilogie moralisatrice avec l'armoire et le contrat, créant une narration complète qui trouve sa conclusion moralisante selon une logique narrative. La faute, le verrou, les amants surpris, l'armoire, la régularisation, le contrat. Cette série révèle la capacité de Fragonard à construire des récits visuels sophistiqués. La commande de Madame du Barry en 1771-1772 pour le pavillon de Louvciennes représente l'un des projets les plus ambitieux de la carrière de Fragonard. Le pavillon de musique de la comtesse, conçu par l'architecte Nicolas Ledoux et inauguré le 2 septembre 1771, devait accueillir cette série décorative exceptionnelle. Il consistait en une série cohérente de 4 tableaux intitulés La poursuite, La surprise, ou la rencontre, L'amant couronné et La lettre d'amour, destinés à être installés dans un salon de forme demi-circulaire. Cette commande prestigieuse illustrait la reconnaissance officielle du génie de Fragonard au plus haut niveau de l'État. Cependant, les 4 panneaux furent payés, mis en place et bientôt rendus. Cet épisode mystérieux révèle l'évolution du goût artistique vers plus de rigueur morale, annonçant les difficultés futures de l'artiste. Le refus de cette série par Madame du Barry, qui lui préféra les œuvres de Vian, plus conformes au goût néoclassique naissant, marque symboliquement la fin de l'hégémonie rococo. Corésus et Callirhoé, 165, constituent le chef-d'œuvre de Fragonard dans le genre noble de la peinture d'histoire et lui ouvre les portes de l'Académie royale. Cette œuvre majeure révèle sa capacité à maîtriser le grand style selon les exigences académiques les plus rigoureuses. Quand il rentre à Paris au début des années 1769, ce jeune aspirant doit démontrer que tous les espoirs fondés en lui étaient légitimes. Il doit présenter un tableau pour être agréé par l'Académie royale de peinture et de sculpture. Corésus et Callirhoé répond parfaitement à cette exigence, révélant sa maîtrise du style héroïque. La composition dramatique
les effets pathétiques, la noblesse du sujet témoignent de sa formation académique complète. Paradoxalement, cette réussite dans le grand genre révèle également les limites de ce style pour exprimer pleinement son génie. Il abandonna vite le grand genre au profit de tableaux réalisés pour des amateurs privés. L'Adoration des bergers, conservée au Louvre, illustre parfaitement la maîtrise de Fragonard dans le domaine religieux et révèle une dimension méconnue de son génie artistique. Cette œuvre majeure témoigne de la culture visuelle exceptionnelle de l'artiste et de sa capacité à renouveler les sujets traditionnels. Le peintre met en œuvre des effets de lumière rembrandtesques qui lui permettent de faire ressortir les chairs avec un réalisme saisissant et une sensibilité profonde. La présence de petits putti n'est pas non plus sans rappeler la peinture italienne, révélant la synthèse culturelle accomplie par l'artiste. L'Adoration des bergers et le Verrou ne sont pas opposés comme la faute et la rédemption, mais complémentaires, traversés tous deux par un mouvement équivalent qui emporte le couple enlacé, tout en jetant, prosterné, un berger au pied de l'enfant. Cette parenté révèle l'unité profonde du génie de Fragonard, au-delà de la diversité thématique. La série des portraits de fantaisie révèle un aspect particulier du génie de Fragonard, sa capacité à saisir l'expression psychologique instantanée. Ses œuvres, peintes avec une liberté technique remarquable, annoncent par certains aspects l'art du XIXe siècle. Annette à 20 ans, la jeune fille lisant et autres portraits intimes révèlent sa capacité à capter l'intimité de ses personnages tout en conservant la grâce caractéristique de son style. Ses œuvres témoignent de sa sensibilité psychologique et de sa modernité artistique. Fragonard incarne l'apogée du rococo français, mais également son chant du cygne. Il est le dernier peintre d'une époque sur le déclin. Ses scènes de genre étant bientôt rendues obsolètes par la rigueur néoclassique de David, cette position historique particulière confère à son œuvre une dimension mélancolique. Elle représente l'accomplissement d'une esthétique au moment même où celle-ci devient caduque. Le rococo, né de la réaction contre la grandeur solennelle du style Louis XIV, avait trouvé son public dans l'aristocratie parisienne du XVIIe siècle. Fragonard en représente l'aboutissement logique. Virtuosité, technique absolue, raffinement extrême, art de vivre hédoniste sublimé en poésie visuelle. L'évolution du goût vers plus de rigueur morale et esthétique, amorcée dès les années 1750-1760, met progressivement en difficulté l'art de Fragonard. Les critiques comme Denis Diderot condamnent la légèreté des sujets rococo comme frivole, annonçant les premiers frémissements du néoclassicisme davidien. Cette transformation révèle les mutations profondes de la société française pré-révolutionnaire. L'influence des philosophes des Lumières, l'évolution des sensibilités morales, l'émergence d'une bourgeoisie aux valeurs différentes de l'aristocratie traditionnelle modifient radicalement les attentes du public artistique. Le néoclassicisme naissant, incarné par Joseph-Marie Vian, puis par Jacques-Louis David, prône un retour aux valeurs antiques, à la grandeur morale, à l'engagement civique. Cette esthétique nouvelle condamne implicitement la frivolité rococo et l'art de Fragonard, jugé désormais superficiel et immoral. Denis Diderot critique l'art influent et philosophe des Lumières, incarne parfaitement cette évolution du goût. Dans ses salons, il condamne régulièrement l'art rococo, et par extension celui de Fragonard. Cette critique systématique révèle l'inadéquation croissante entre l'art de Fragonard et les nouvelles exigences morales de l'époque. Diderot reproche au rococo sa légèreté, son manque d'engagement moral, sa complaisance envers les plaisirs aristocratiques. Cette critique, largement partagée par l'intelligentsia de l'époque, prépare le terrain au triomphe davidien et à l'éclipse temporaire de l'art rococo. La carrière de Fragonard coïncide avec les dernières décennies de l'aristocratie d'Ancien Régime.
Sa clientèle, composée de fermiers généraux, de financiers, de nobles de cour, partage les mêmes valeurs hédonistes que son art. Cette osmose parfaite entre artistes et public explique le succès initial de Fragonard. Cependant, cette même clientèle évolue progressivement vers d'autres goûts, influencée par l'évolution générale des mentalités. L'épisode du refus des toiles de Louveciennes par Madame du Barry illustre parfaitement cette mutation. La maîtresse royale elle-même préfère désormais l'art du Vian à celui de Fragonard. La Révolution française de 1789 marque la fin brutale du monde pour lequel Fragonard avait créé son art. L'abolition de l'aristocratie, la transformation des structures sociales, l'émergence de nouvelles valeurs politiques et morales rendent caduque l'esthétique rococo. L'art révolutionnaire, incarné par David, prône l'engagement civique, l'héroïsme moral, la grandeur républicaine. Dans ce contexte, l'art de Fragonard apparaît comme le vestige d'un monde révolu, témoignage d'une époque condamnée par l'histoire. La famille Fragonard constitue une véritable dynastie artistique qui illustre la transmission du savoir-faire et de la sensibilité esthétique à travers les générations. Cette dimension familiale enrichit considérablement notre compréhension de l'art de Jean Honoré et révèle l'importance de l'environnement créatif dans l'épanouissement du génie artistique. Marie-Anne Gérard, 1745-1823, épouse de Jean Honoré, était une peintre miniaturiste accomplie. Également originaire de Grasse, cette communauté d'origine géographique et de vocation artistique crée une harmonie parfaite au sein du couple. Ces miniatures révèlent une sensibilité raffinée et une technique délicate qui complète l'art de son mari. Marguerite Gérard, 1761-1837, belle-sœur de Jean Honoré, devient rapidement sa collaboratrice artistique la plus proche. Peintre intimiste de talent, elle développe sous son influence un style personnel qui prolonge l'esthétique rococo vers plus d'intimité bourgeoise. La collaboration entre Jean Honoré et Marguerite produit des œuvres remarquables qui enrichissent le répertoire thématique de l'artiste, particulièrement dans le domaine des scènes de bonheur familial. Ces compositions révèlent une évolution vers plus de sentiments et d'émotions authentiques, annonçant les sensibilités du XIXe siècle. Marguerite Gérard développe également une carrière personnelle brillante, exposant régulièrement au salon officiel. Son art révèle l'influence durable de Jean Honoré tout en affirmant une personnalité artistique originale. Elle représente ainsi le chaînon entre l'art rococo finissant et les nouvelles sensibilités du XIXe siècle. Alexandre Évariste Fragonard, 1780-1850, fils de Jean Honoré, incarne la continuité artistique familiale, tout en s'adaptant aux goûts nouveaux. Peintre et sculpteur, il développe un style néoclassique qui révèle l'influence paternelle adaptée aux exigences de son époque. Sa carrière illustre parfaitement les transformations artistiques du passage de l'Ancien Régime à l'époque moderne. Formé dans l'atelier paternel, il doit néanmoins adapter son art aux nouvelles réalités sociales et esthétiques post-révolutionnaires. Théophile Fragonard, 1806-1876, petit-fils de Jean Honoré, perpétue la tradition familiale comme peintre, dessinateur et graveur. Son œuvre révèle la persistance de la sensibilité familiale à travers les générations, témoignant de la force de transmission de l'héritage artistique. Cette continuité sur 3 générations illustre l'importance de l'environnement familial dans la formation et l'épanouissement des talents artistiques. La dynastie Fragonard constitue ainsi un cas d'étude exceptionnel sur la transmission du génie créateur. Fragonard révolutionne la technique picturale par sa liberté gestuelle et sa spontanéité expressive. D'un trait virtuose, il sait montrer le tourbillonnement du monde par des gestes expressifs et gracieux ou des drapés pleins de vigueur. Cette modernité du geste annonce les révolutions picturales du XIXe siècle. Sa technique,
se caractérise par une économie de moyens remarquable. Quelques coups de pinceau suffisent à suggérer une expression, un mouvement, une émotion. Cette capacité de synthèse révèle la profondeur de son génie artistique et explique l'admiration que lui portaient les impressionnistes. Le coloris de Fragonard révèle l'influence conjuguée de ses origines provençales, de sa formation française et de sa culture italienne. Cette synthèse culturelle produit une palette d'une richesse exceptionnelle, capable d'exprimer toutes les nuances de l'émotion humaine. Sa maîtrise des effets lumineux, particulièrement visible dans ses œuvres religieuses, révèle l'influence de Rembrandt et des maîtres du baroque. Cette science de la lumière lui permet de créer des atmosphères spirituelles saisissantes, transcendant les sujets par la beauté pure de la technique. L'œuvre graphique de Fragonard révèle une virtuosité technique exceptionnelle et une capacité unique à saisir l'essence de ses sujets par quelques traits expressifs. Ses dessins témoignent d'une spontanéité remarquable et d'une séance de la composition qui révèle la profondeur de son génie artistique. Cette maîtrise du dessin constitue le fondement de son art pictural. La sûreté du trait, l'expressivité de la ligne, la capacité de suggestion révèlent un artiste accompli dans tous les domaines de la création visuelle. La pratique de la gravure permet à Fragonard d'explorer des sujets plus intimes et de diffuser ses compositions auprès d'un public plus large. Ses 35 eaux-fortes révèlent une maîtrise technique remarquable et une sensibilité artistique qui enrichit notre compréhension de son art. Cette dimension graphique de son œuvre témoigne de sa modernité. Il comprend l'importance de la diffusion artistique et adapte sa création aux nouveaux modes de communication visuelle de son époque. Bien que n'ayant pas créé d'école à proprement parler, Fragonard a profondément marqué la tradition française de la peinture de genre. Son approche de la sensualité et de l'intimité influence encore notre perception de l'art français classique. Cette influence se manifeste particulièrement dans l'art du XVIIe siècle finissant, où de nombreux artistes tentent d'imiter son style sans jamais égaler sa virtuosité. Cette postérité immédiate témoigne de l'impact de son art sur ses contemporains. L'art de Fragonard contribue significativement à l'émergence de la modernité artistique par sa liberté technique et sa spontanéité expressive. Ces qualités annoncent les révolutions esthétiques du XIXe siècle et expliquent l'admiration que lui portent les impressionnistes. Sa conception moderne de l'art, privilégiant l'expression sur l'imitation, la sensibilité sur la règle, en fait un précurseur des avant-gardes artistiques ultérieures. Plus qu'un simple peintre de genre, Fragonard apparaît comme le chroniqueur privilégié de l'aristocratie française pré-révolutionnaire. Ses œuvres constituent un témoignage irremplaçable sur les mœurs, les goûts et l'art de vivre d'une société disparue. Cette dimension documentaire de son art enrichit considérablement notre compréhension de l'histoire sociale et culturelle du XVIIe siècle français. Ces toiles constituent des sources historiques de première importance pour l'étude de cette époque. L'œuvre de Fragonard transcende son époque par sa capacité à saisir l'essence de l'émotion humaine. Cette dimension universelle explique la fascination qu'elle continue d'exercer sur les générations contemporaines, témoignant de la pérennité du génie artistique véritable. Au-delà des conventions rococo, l'art de Fragonard touche aux vérités permanentes de la condition humaine, l'amour, la beauté, la joie de vivre, la poésie du quotidien. Cette universalité assure sa survie artistique au-delà des modes esthétiques. Jean-Honoré Fragonard incarne l'apogée et la synthèse parfaite de l'art français du XVIIe siècle. Héritier de la grande tradition rococo, enrichi par sa formation italienne et sa sensibilité provençale, il créa un art unique qui capture l'esprit de son époque tout en révélant la profondeur éternelle de l'âme humaine. Son génie réside dans cette capacité exceptionnelle à transformer les sujets les plus futiles en poésie visuelle éternelle, à sublimer la sensualité en spiritualité, à faire de l'art de vivre aristocratique une leçon universelle de beauté et d'harmonie. Cette alchimie artistique explique la fascination durable qu'exerce son œuvre sur toutes les générations.
Témoin privilégié de l'aristocratie française pré-révolutionnaire, chroniqueur de ses plaisirs et de ses raffinements, Fragonard lègue à la postérité un miroir éblouissant de cette civilisation disparue. Mais, au-delà de cette dimension documentaire, son art touche aux vérités permanentes de la condition humaine et révèle cette universalité qui distingue les plus grands créateurs. Sa modernité technique, reconnue par les impressionnistes, sa liberté expressive, sa spontanéité gestuelle en font également un précurseur des révolutions artistiques ultérieures. Cette dimension d'avant-garde, paradoxale chez un représentant de l'art d'Ancien Régime, révèle la profondeur de son génie et explique sa survie artistique au-delà des modes esthétiques. Fragonard demeure ainsi l'incarnation parfaite de l'art français dans ce qu'il y a de plus raffiné et de plus humain. L'alliance unique de la virtuosité technique et de la sensibilité poétique, synthèse harmonieuse de la tradition et de l'innovation, témoignage éternel de cette capacité française à transformer la vie quotidienne en art de vivre, et l'art de vivre en beauté éternelle. Dans l'histoire de l'art occidental, Jean-Honoré Fragonard occupe ainsi une place unique, dernier représentant d'un art de vivre disparu, précurseur d'une modernité artistique naissante, génie universel capable de transcender son époque pour toucher l'éternité de la beauté humaine. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.